Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19e épisode du Bistrot d'Aller LOSC, saison 3. Le Bistrot d'Aller LOSC, l'émission sur l'actualité du LOSC, réalisée et produite par les supporters du LOSC, et notamment les Docs du Net et le site Aller LOSC. Pour les supporters du LOSC, vous pouvez donc nous rejoindre chaque mardi soir en direct sur notre page Facebook à 20h30 et nous retrouver en replay sur la chaîne YouTube du Bistrot d'Aller le LOSC à partir du lendemain de la diffusion en direct. Au sommaire ce soir, nous reviendrons sur l'actualité sportive du club et tout d'abord sur le déplacement à Nice. Nous avons appelé ça Rémi Cabella, Issa Nissa. Et en deuxième partie, nous reviendrons sur l'actualité future du club sur cette semaine très chargée sportivement. Une réception de Clermont, un déplacement à Rennes. Quelles sont les véritables ambitions du LOSC en ce dernier jour de mercato? Alors, pour aborder cette actualité extrêmement riche, j'ai avec moi des piliers du bistrot que vous devez reconnaître. Alors, je vais commencer par Christophe, Christophe de Vervic, qui... Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. On se quitte plus beaucoup en ce moment, donc mais C'est tout va vrai. bien. Tu as une petite mine, pas parce qu'on se quitte pas beaucoup, hein, mais parce que je crois que tu as travaillé beaucoup après avoir passé 2 jours de congé à Nice. Oui, 2 jours, voire même 3 jours, je crois. Oui, oui, oui. Mais dur, oui, dur, dur. Hum. Il était également du déplacement à Nice. Il s'est déplacé de son pays d'origine, pas tout à fait, hein, parce qu'il triche un peu. Et Lorenzo, il nous dit qu'il Ah, habite en c'est- Italie, mais il n'habite pas du tout en Italie. Donc, il est venu en tout cas au déplacement à Nice. Lorenzo, qui est responsable du compte Twitter Dogs Italia et du compte Instagram du même nom. Bonsoir, Lorenzo. Bonsoir François, bonsoir à tous. Non, je me suis déplacé de Slovaquie. Je suis pas en Italie, mais bon, ça se sent de l'accent que je suis italien quand même. Donc, je triche pas vraiment complètement. Et voilà. Oui, Bon, oui, ça, bah, je voulais juste dire que bah, je remercie tous les messages, les trucs que j'ai reçus sur Twitter parce que vraiment, ça commence à vraiment à agrandir la communauté. Et voilà, je suis très content. Donc, merci à tout le monde, à tous ceux qui m'ont vu, m'ont salué ou m'ont envoyé quelque chose sur Twitter parce qu'ils ont vu que j'avais fait le déplacement à Nice. alors, il n'a pas fait le déplacement à Nice, mais il a vu le match à la télévision. Julien, des Dogs de Paris. Bonsoir, Julien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ouais, j'ai vu ça sur un très très grand écran. Très très grand écran. Voilà. Et il n'a pas fait non plus le déplacement à Nice, hein. C'est Christophe Viox. Bonsoir, Christophe. Ouais, j'ai rien fait, mais ça va. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, dans cette première partie, donc les Rémi Cabella, Issa Nissa, ça résume, je pense, bien le match. Avant de rentrer sur le côté sportif, bon, vous savez, si vous suivez les réseaux sociaux, que les Docs du Net étaient très présents donc, sur ce déplacement pour plein de raisons, parce que c'est un déplacement qu'on aime bien. Et alors, je voulais avoir votre ressenti, comment vous l'avez vécu, ce déplacement à Nice, Christophe? C'est quoi ton sentiment en dehors du sportif, hein? Alors, extrêmement bien, on en parlait brièvement avec Julien avant de se connecter. Alors, ce qui est appréciable, c'est qu'on a passé 3 jours à s'afficher avec nos couleurs. On n'a eu que des messages de sympathie dans les rues, enfin, partout. Vraiment, c'était vraiment sympa. On prend le tram tous ensemble pour aller au match, sans cordon de police, sans prise de rendez-vous avant pour pouvoir défiler, escorté par des CRS, des Golgoth. Enfin, voilà, et on arrive au stade, il y a encore les petites merguez qui cuisent à l'extérieur, puis voilà, une vraie ambiance famille, amicale, et ça fait du bien. Ça fait du bien à son foot. Vraiment très appréciable. Faut expliquer pourquoi. Parce que les supporters niçois sont amis avec les Et DVE oui, depuis 15 ans maintenant. Et donc, comme il n'y a pas d'animosité entre les deux principaux groupes de supporters des deux clubs, il n'y a pas de bagarre. Et comme il n'y a pas de bagarre, eh ben, c'est ambiance rugby. exactement, et c'est vraiment appréciable. Ouais. Lorenzo, tu as le même ressenti, toi qui t'es aussi promené un peu dans Nice, avec notamment, tu as fait un footing avec l'équipement complet du LOSC, si je ne Ouais, m'abuse.
Mais en fait, ouais, je suis du même avis et ouais, c'est vraiment un bon déplacement. Après, c'est vrai, le match pouvait être meilleur que ça, on est sûr et certain. Mais vraiment, ouais, on a même pris 2, 3 jours de soleil, donc franchement, c'était presque tout parfait, sauf peut-être ce qu'on a vu sur le terrain après une première demi-heure qui était pas mal, mais bon, et on va en parler. Voilà. Vous nous jalousez pas trop, Julien et Christophe Vioc, ça va? Vous regrettez pas d'être pas être venus avec nous? Ah bah si, hein, moi je devais venir, hein. C'était prévu. Ouais. Je devais même venir avec mon fils, mais il m'a pas répondu suffisamment tôt quand je lui ai posé la question au mois de décembre. Et au final, les prix s'étaient envolés, donc on n'a pas pu venir. Mais si on avait eu les mêmes tarifs que vous, évidemment, on serait venu. Ouais, ah ouais, c'était prévu. Voilà. Moi, Oui, moi, je suis allé Christophe, pas loin. Moi, je me suis déplacé à l'Équin. C'est pas loin de l'aéroport, quoi. c'est vrai. T'as C'est vrai, jamais été aussi près. C'est joué à rien, quoi. Alors, pour expliquer, ou peut-être pour compléter l'amitié entre les deux COP, il faut rappeler qu'en début de match, et c'est ce qui explique pourquoi il y a eu beaucoup de fumigènes, il y avait une célébration du décès d'un des supporters niçois, donc Sebou, c'est son pseudo. Il est décédé donc cette semaine et la tribune niçoise a célébré, enfin, a manifesté son soutien à la famille en début de match par ces fumigènes. Et les DVE s'étaient fortement associés à ce soutien. Donc c'est vrai que dans des circonstances comme ça renforce les deux clubs de bénéficier d'un déplacement dans d'excellentes conditions. Et on en reparlera peut-être à l'occasion des prochains déplacements à Paris et à Lens, où ça risque de ne pas être tout à fait la même ambiance. Alors, je vous propose, ceci étant précisé, de rentrer dans le vif du sujet en évoquant la partie sportive. On n'a pas Monsieur Big Data avec nous ce soir, donc je vais vous donner quelques stats, hein. Je ne vous rappelle pas le score du match. Je vous rappelle, peut-être j'ai oublié de le dire, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Allélos. On a déjà pas mal de bonsoir. On a Fabien qui dit on ne parle pas de Nice. Ah bah si, parce que nous on assume, hein. On parle du LOSC dans les victoires comme dans les défaites. On a Fabien qui nous dit que Julien a sorti le mouchoir, il n'a toujours pas Je me suis digéré. bouché au début, oui. Oui, et Chris qui nous dit je suis fan de Julien. Donc Julien, tu as des fans sur les réseaux sociaux. Je sais bien. Je Voilà, sais bien. tu portes cette émission avec ton charisme. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ceci dit, les stats, hein. Donc, les stats, donc Nice-Lille, je ne vous rappelle pas le score. On a 12 tirs pour Nice, 16 tirs pour Lille. On a 6 tirs cadrés pour 7 contre pour Lille. 44% de possession et 56 pour Lille. Vous savez que j'adore cette stat. 443 passes pour Nice et 562 pour Lille. 12 fautes à 11, 3 cartons jaunes à 2. Un hors-jeu pour Lille, aucun pour Nice, et 5 corners à 7. Comment vous avez vécu ce match? Comment vous l'avez ressenti? Alors, je vais commencer par Christophe, qui était en Christophe C, je te rassure, Christophe D. Comment tu as vécu ce match en direct de l'Arena Riviera? Mais il a déjà un peu débriefé, hein. Il nous a dit qu'il était dégoûté de cette passe en retrait d'Ismaïli, hein. Je me souviens de son débrief en direct après le match. Il a été très clair là-dessus, hein. Ça, c'est carton rouge pour un tacle C'était par derrière. important de le dire. C'est vrai. Mais alors, vous pouvez d'ailleurs, on a débriefé le match en direct. C'est vrai qu'on a fait une expérience un peu pour le bistrot d'Allelosk. Christophe voulait rendre hommage à notre ami Baptiste. Il a fait une double Baptistade, en fait, hein. Il a fait une double Baptistade en signalant la passe en retrait d'Ismaïli en deuxième mi-temps. Donc, voilà. Mais personne ne l'avait remarqué. Mais vous pouvez, si vous ne l'avez pas vu, les directs sont disponibles en replay sur la Allez chaîne vous YouTube. régaler, hein. L'analyse, elle est géniale. Donc, Christophe, ça va être très C'était dur. le soleil. Voilà, Non, ça va être... ça va pas être dur, ça va pas être dur parce que en fait, c'est pas vraiment une erreur. Mais que fait Cabella à cet endroit, à ce moment-là? Que fait-il à cet endroit? Que fait-il? Il faudra que Fonseca m'appelle et m'explique. Donc, il y a un moment donné, les choses doivent s'expliquer. J'attends José. Non, c'est pas José d'ailleurs, Paolo, on s'en fout. Fonseca, appelle-moi. J'ai perdu Christophe. Non, mais qu'est-ce qu'il fait à ce Tu as des moment-là, problèmes quoi? avec les noms et prénoms. On Oui, viendra voilà. en fin de partie sur le match de Nice.
on essaiera d'expliquer un peu Ah. ces problèmes d'efficacité, d'inefficacité et cette grossière erreur en fait de Rémi Cabella. Vas-y, donc comment tu l'as vécu ce match en dehors de cette erreur? Pas bien parce que on doit mener et on doit mener normalement assez facilement puisqu'on a quand même 3, 4 occasions, notamment 2 ou 3 minutes avant le but. Donc une énorme frustration sur ce match et j'en ai marre à chaque fois qu'on dise on est passé pas loin. Alors effectivement, on pouvait recoller à tous ceux qui avaient fait des mauvais résultats juste avant, effectivement, mais j'en ai marre d'entendre ça et j'en ai marre de devoir le répéter également parce que je pense que c'est pas la première fois que je fais la remarque. Donc une grosse frustration parce que une fois qu'on prend ce but, bah, c'est mort, quoi. Il n'y a plus d'espace derrière. Nice a besoin de se rassurer, donc avec un nouveau coach qui vient d'arriver, qui va pas forcément ouvrir le jeu alors qu'il mène 1-0. Donc à partir du moment où on en prend un, pour moi, c'est mort. Et donc c'est mort au bout d'une demi-heure. Donc voilà, on a passé un beau week-end qui a été foutu au bout de 30 minutes de jeu. Ça rappelle un peu les matchs de Ligue des Champions. Au bout de 5 minutes, on était mené 1-0 et on savait qu'on pouvait rentrer à la maison il y a quelques années. Donc voilà, frustration énorme et gâchis, tout simplement. Lorenzo, tu as vécu la même chose? Vous n'étiez pas très loin Bah, l'un de l'autre, hein. c'est la même chose qu'à l'aller, en fait. Tu as l'impression que c'est un match où on peut gagner, on peut prendre les 3 points. En plus, c'est vrai que les autres, ils avaient perdu, égalisé. Donc, on avait la possibilité un peu d'être un peu plus proche de la zone européenne du classement. Et comme d'habitude, voilà, dès qu'on n'arrive pas à marquer, ils nous marquent un but, c'est fini. Moi, j'ai eu la même impression. Et cette impuissance, dès qu'on a pris le but, c'est quand même incroyable. À un moment donné, faut se poser la question. Je suis par contre pas de ceux qui critiquent l'entraîneur, parce que si tu as 4 ou 5 occasions claires, à un moment donné, si tu es un joueur de foot, il faut le mettre dedans. Donc là, j'arrive pas à en vouloir à Fonseca parce que ça a été vraiment un match de faute des joueurs. Et c'est même pas qu'on a trop touché la balle et on n'a rien concrétisé parce qu'on a fait 2, 3 contres vraiment dangereux du côté de Weah, qu'il était vraiment au top parce que finalement, il jouait j'imagine, dans sa zone de la pelouse où il peut bien s'exprimer. Bah voilà, on a eu 2, 3 contres vraiment qui étaient fulgurantes et dommage qu'on n'a pas pu marquer. Alors, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux parlent de cette inefficacité. On y reviendra en fin de cette partie. On essaiera de trouver des explications à cette inefficacité chronique. Julien, à la télévision, est-ce que tu as vu la même chose que nos piliers présents au stade? Ouais, enfin, j'aimerais peut-être essayer de trouver une explication. D'habitude, cette inefficacité, je peux m'en prendre aux joueurs, je peux m'en prendre à l'entraîneur. Là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même regarder la compo de départ. Tu as un milieu de terrain qui est décimé, avec un Benjamin André qui est malade dans la nuit de samedi à dimanche, un André Gomez qui est encore blessé et qui n'est pas revenu, un Baleba qui est suspendu, et un Jonas Martin qui est de retour de blessure après 15 jours, 3 semaines de blessure, et qui est trop court pour faire un match complet. Et tu te retrouves avec un Lenny Euro, 17 ans, qui n'a pas joué milieu de terrain depuis les U13. Alors, il a beau être très jeune, et depuis les U13, tu vas me dire, ça fait que 4 ans. Ouais, d'accord, ok. Il n'y a pas longtemps, oui. Il n'y a pas longtemps. Mais bon, malgré tout, pour son jeune âge, c'est quoi? C'est 25% de son âge, c'est ça? Ça fait beaucoup quand même. Donc, non, c'est vraiment pas facile. Et dans ces circonstances-là, tu retrouves un Cabella qui se retrouve ailier gauche, puisque Bamba est blessé aussi, et pas dans le cœur du jeu. Donc, j'aimerais juste rappeler ça, parce que j'ai trouvé sur ce match-là les supporters qui s'exprimaient, bon, en particulier sur Twitter, hein, je les ai trouvés très durs et je n'ai jamais lu cette analyse-là. Et ça m'a gêné parce que la réalité, c'est qu'on a un milieu de terrain décimé. Donc, il faut quand même en parler. C'est compliqué de ne pas parler de ça. Après, évidemment, il y a cette fébrilité chronique, ce manque de réalisme. Fonseca a donné 2 statistiques aujourd'hui en conférence de presse. Je ne sais pas si elles sont vraies. Il a dit que c'était le LOSC était l'équipe qui avait le plus tiré en Ligue 1 depuis le début de saison. On a même touché un pigeon au match de Nice. Et que c'était l'équipe qui avait aussi concédé le moins de tirs en Ligue 1. Donc, on voit vraiment que si ces 2 stats sont exacts, il faudrait les vérifier, mais je ne vois pas pourquoi ils raconteraient n'importe quoi.
bah ça laisse son genre, quoi. Tu as une équipe qui est l'équipe qui tire le plus au but de Ligue 1 et l'équipe qui prend le moins de tirs en Ligue 1. Bah, normalement, ça, c'est une équipe qui est top 3 au moins, tu vois. Et on en est très, très loin. On en est très, très loin. Si je peux préciser la stat, je n'ai pas les chiffres en tête, ce n'est pas des tirs au but dont il parlait, c'est des tirs. Parce que tir au but, ça sous-entend cadré. Oui, il a parlé de tir et pas de tir cadré. Tu as fait. raison, tu fais bien de le préciser. Il a parlé de tir. Dans sa stat, d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre. Il n'a jamais dit que le mot cadré. Voilà, parce que si on avait eu beaucoup de tirs cadrés, on aurait beaucoup plus de buts et on serait plus efficace. C'est aussi logique. Ouais. Donc voilà, et puis rappelez quand même qu'avant ce but pourri, là, on voit un beau match de foot. On voit un match qui est hyper agréable. C'est vraiment, moi je pense que c'est les 30-35 minutes peut-être les plus agréables ou pas loin que j'ai vu, mais de la part des deux équipes, si tu veux. Il y avait vraiment une envie d'attaquer, une envie d'aller de l'avant, avec une frustration énorme, évidemment. Moi, j'ai sauté mais 3 fois dans tous les sens, parce que ça doit faire 3-0 à la mi-temps, quoi. Hein. Donc, ça m'a rendu complètement dingue, ce manque de réalisme. Et moi, j'ai trouvé par manque d'esprit collectif, parce que la plupart du temps, il fallait faire la passe. 2, on va y revenir, certains joueurs à qui il manque un pied, et donc là, pourtant, Zedatka n'était pas là, mais je voudrais quand même qu'on parle on en reparlera dans les flops, mais de Cabella, parce que le problème, c'est le fait qu'il n'utilise pas son pied gauche. Sur toutes les actions, vous regarderez, le problème, c'est ça. En tout cas, sur les actions offensives. Il utilise son pied gauche, il fait des centres à Bayo. Et puis, le 3e point, c'est que le joueur le mieux noté de ce match, et je partage cet avis, autant par la Voix des Sports que par l'équipe, c'est Schmeichel qui fait un match incroyable. Parce que la frappe de Weah, elle est loin d'être mauvaise. Bayo, il n'est pas ridicule. Schmeichel, il fait le plus beau match de sa saison à Nice. Alors qu'il était plutôt décrié et critiqué en début de saison. Et là, il nous fait un match à 8 et on aurait peut-être pu lui mettre 9 sur 10, tu vois. Il est vraiment incroyable sur ce match-là. Donc voilà, toutes ces circonstances-là, et encore une fois, je reviens sur cette compo de départ où on a un milieu de terrain décimé, font que je suis beaucoup moins en colère que d'autres matchs où on avait quasiment tout notre effectif et où, en fin de compte, on perdait ce match-là. Pour moi, il est un peu différent pour ces raisons-là. Voilà, j'étais un peu long, pardon. Non, moi, pour rebondir juste, bon, à part la parade sur Bayo, c'est incroyable parce qu'il croise quand même la frappe est croisée dans le sens qu'il tire de l'autre sens. C'est vraiment lui qu'il arrive à comprendre un peu c'était quoi le mouvement de l'attaquant. Donc, je suis vraiment d'accord. Nous, on était vraiment en face. Donc, on l'a vu cette parade sur Bayo. Et par contre, juste pour rebondir sur le fait du milieu de terrain, c'est pas un match où je pense on pouvait avoir l'impression qu'il nous manquait quelque chose au milieu, dans le sens que, bien sûr, André Gomez, ça serait différent d'Angel ou du jeune Yoro. Mais en gros, on avait été tellement bon en première mi-temps que on n'a pas ressenti un peu ce qu'il nous manquait au milieu de terrain, même si on avait beaucoup d'absence. C'était vraiment histoire qu'il fallait marquer pour changer l'histoire du match. Hein. Je pense que c'était plutôt ça. Ouais, mais on peut quand même imaginer qu'avec Benjamin André à la place de Yoro, Ouais, ça se serait mieux placé, tu vois. Parce que Yoro, il fait son match, il est plutôt bien placé, il fait pas de grosses erreurs. Mais en termes d'apport, si tu le compares à un Benjamin André ou à un Baleba qui aurait pu jouer s'il n'avait pas été… tu vois, imagine Baleba sur ce match-là. Voilà, je pense que ce serait une raison supplémentaire pour imaginer une victoire si Baleba avait joué, tu vois. Et puis, ouais, tu dis cet arrêt sur Mo Bayo, moi j'en mets un deuxième, c'est l'arrêt sur Weah. Parce que, pardon, Weah à la mi-temps, vous ne l'avez pas vu parce que vous ne l'avez pas vu à la télé, Weah est quasiment en larmes à la mi-temps en disant « c'est de ma faute, c'est moi, je dois marquer ». Quand tu revois sa frappe entre les jambes, elle est très belle, sa frappe entre les jambes. C'est Schmeichel qui arrive à se mettre, mais et finalement, à la toucher avec les fesses et donc à faire en sorte que le ballon ne rentre pas. Donc, encore une fois, c'est un super arrêt. Et moi, j'en veux pas du tout à Weah, pour le coup. L'espace d'un instant, j'ai eu peur. Il y a des réactions qui vont dans ce sens-là. Gérard, que tu connais bien, Julien, qui dit… Je ne connais pas cet homme, mais vas-y, il ça faut m'intéresse. arrêter de taper sur les joueurs et plutôt remettre en cause la pression médiatique, notamment disproportionnée au vu du manque flagrant de profondeur du banc. Donc, il revient un peu sur cette situation en soulignant la responsabilité de notre cher président.
Ouais, il a toujours dit qu'il y avait un décalage en fait entre cette affirmation de on sera européen et l'effectif qui ne le permet pas forcément. C'est son cheval de bataille à cet homme que j'ai déjà croisé. Enfin, ça m'est arrivé de lui parler. Donc, José, toujours la même rengaine, on joue bien et on se plante. Si on ouvre la marque, on ne les revoit plus. C'est du réchauffé, dommage. Gildas, la maladresse et l'inefficacité chronique flinguent complètement notre saison. Gildas, toujours l'avantage, c'est que Paulo Fonseca connaît par cœur ses conférences de presse d'après-match. José trouve que Yoro était à côté de la plaque. Ça contredit un peu ce qu'on disait là à l'instant. Milieu de terrain décimé pour Jean-Michel, on le débute immanquable. Donc en fait, globalement, la tendance, elle va dans le même sens que nous. Attends, pardon François, il y a une très bonne vanne de Pierre-Ambroise. Il est des Dogs de Paris, donc je suis obligé de la relever. Tu vois, c'est mon côté solidaire avec mon groupe de supporters. Il a noté. Enfin bon, on peut mettre les milieux de terrain qu'on veut. Avec les Jean-Michel Vendange de devant, ça ne va pas changer grand-chose. Et je trouve que Jean-Michel Vendange, sur ce match, c'est très drôle. C'est pas mal, effectivement. Je ne l'avais pas vu. Je voyais juste sa remarque sur le fait d'avoir préféré Yoro à Jonas Martin qui était sur le banc. Paulo Fonseca s'est expliqué. Jonas Martin n'avait pas forcément 90 minutes dans les jambes et il a préféré faire démarrer Yoro qui avait déjà reprise chez les jeunes et éviter une nouvelle blessure qui aura encore pas forcément amélioré les choses. Donc, Christophe D, est-ce que tu as donc le même avis que tout le monde sur ce match? Qu'est-ce que tu voudrais nous faire partager? Je dirais même que j'ai l'avis de tout le monde parce que vu que je n'ai pas vu ce match, je dirais que l'avis de tout le monde m'intéresse. Par contre, apprendre que Schmeichel à 55 ans a arrêté tous nos buts, déjà, ça me fait peur déjà parce que franchement, sérieux. Il parle de Cantona là aux dernières heures du mercato. Si on peut récupérer Canto et Abidal aussi, j'ai entendu parler, là, c'est pas mal quand même. Non, mais on a déjà récupéré un vieux gardien aussi. Non, mais l'inefficacité. Moi, j'avais vu Yoro Angel en milieu de terrain. Je me suis dit, bon, c'était un peu léger. A priori, c'est pas ça le problème. Non, mais l'inefficacité, je pense que c'est avant tout un problème de cohésion devant. Je m'expliquais, c'est que quand je vois les matchs que j'ai pu voir où on rate des buts parce que, comme disait Julien, soit on fait pas la passe, ou soit on n'a pas la conviction de marquer. Et ça, je pense que ça, c'est quand je parle de cohésion, je veux dire que le mec qui rate le but facile, il doit se faire pourrir par le reste de l'équipe. Donc, tout le monde ne doit pas sourire et lui taper dans la main. Ça, c'est... En professionnel, je suis désolé, hein, on ne dit pas, ah, c'est pas grave, tu verras la prochaine fois. Ça, c'est du vétéran, c'est chez les jeunes quand on les forme. Mais quand on est en professionnel, il doit se faire pourrir. Et il doit comprendre que. Et alors, la pression, on va être marrant, mais la pression, il y a des millions de personnes qui la regardent, ou des milliers, on va dire, souvent modestes, je ne sais pas. Mais ils savent très bien qu'ils ne jouent pas dans un pré. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le droit de rater autant que ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas être professionnel. Des milliards, Christophe, des milliards. Je te rappelle que c'était un match le dimanche à 13h pour les Chinois. Donc, des milliards de téléspectateurs. C'est toujours important de rappeler cette règle de la Ligue nationale de football. Toute la Chine se fout de la gueule de Kabila. Ils sont tous dessus. Ah bah les Chinois rient. Ils rigolent. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, une des raisons de la défaite. Hein, les Chinois ont adoré voir les Dogs se faire dévorer par les Niçois. C'est peut-être une explication. On a Baptiste hein, qui fustige Christophe en expliquant que c'est quand même un scandale de venir au bistrot sans avoir vu le match. Mais effectivement, moi je trouve que c'est dégueulasse. C'est pas beau. Mais bon, moi je suis honnête. On en reparlera. Et non trompette. Et toi, tu joues la trompette. Voilà. Alors, je vous propose de passer donc au top à vos tops et vos flops. Donc, je vais reprendre le même ordre. Christophe, ton top et tes flops. Je vais en citer un qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, mais je voudrais citer Chevalier parce qu'il nous garde dans le match. Il fait un arrêt notamment après le premier but. Deuxième mi-temps incroyable. Phénoménal, et qui nous laisse espérer de pouvoir revenir dans ce match. Donc, je voudrais citer Chevalier. Et puis en flop, j'en ai pas trop. À part peut-être, alors pas vraiment un joueur, mais j'en veux pas à Fonseca sur ce match, vraiment. Mais on ne fait que 2 changements avec une équipe. Alors c'est vrai qu'on n'a pas grand monde sur le banc pour dire d'apporter une plus-value. Mais je pense qu'il fait son premier changement à l'heure de jeu. Après, il nous fait rentrer Jonas Martin qui fait une bonne rentrée finalement.
Bon, et voilà, pas fulgurante, mais qui est bonne, il fait pas d'erreur. Par contre, derrière, on a encore Zegrova, on en a encore un autre. Même si on n'a pas grand monde, je pense qu'il aurait peut-être pu faire un petit apport parce que c'était pas forcément phénoménal ce qu'on avait. Donc, Il restait que Maccabé et Virginius, je pense. Après, je les ai notés. Oui, Ferra et Virginius également qui était présent sur le banc. Donc peut-être qu'il aurait pu tenter quelque chose. Et puis pour revenir sur ce que Christophe a dit à l'instant, je peux t'assurer que sur le terrain, il y a eu des prises de bec, notamment après les deux, trois premières occasions, les buts ratés, que ce soit celle de OEA, mais également celle de Bayo. Il y a eu des prises de bec sur le terrain et ça s'est bien vu de la tribune. En tout cas, je peux te l'assurer qu'à ce moment-là, alors peut-être qu'en micro, ça se passe bien, mais sur le terrain, il y a eu quelques prises de bec. Ils se sont parlé sur le terrain. Entre qui et qui alors? Parce que nous, on le voit, en effet, on le voit pas. Les attaquants, notamment Joe David et Bayo. Alors, je pense qu'aussi, il y a une passe ratée tu l'as évoqué tout à l'heure avec Cabella David. qui Ouais. fait pas le centre, qui la met pas au bon moment. Et voilà, il y a des petits trucs comme ça au niveau du trio devant. C'était pas forcément super ce week-end. Ouais. Puis à un moment, il y a aussi David qui voit pas Bayo mieux placé que lui, qui force un peu et qui se fait C'est vrai. houspiller par Bayo. Il y a aussi une action comme ça en Voilà. première mi-temps. Donc, il faut travailler la cohésion, comme dit Stéphane Dumont. Quand on marque pas de but, c'est pas un problème de travailler devant le but, c'est travailler la cohésion. Voilà. Bon, ouais, bref. Je cite Stéphane Dumont, attention, hein, c'est pas moi. C'est les grands auteurs. Hein. Ah oui. Tout à fait. Alors, il y a déjà des réactions sur les tops et les flops sur les réseaux sociaux. On a Gildas qui nous cite Jean-Michel Vendange, on en a parlé tout à l'heure, et son compère Mamadou Yaloupé. Donc, on peut être lancé sur la série de vannes là-dessus. Allez-y, défoulez-vous, c'est le moment. On espère que le sujet sera plus d'actualité pendant les prochaines semaines. Jean-Marc, on est suffisant, on se regarde jouer. Eleor, Flop, Cabella, Top Chevalier et François et Cricot pour leur reportage niçois. J'espère que vous avez aimé. Top Chevalier et Ismaili, Monsieur Double Contact, Flop Gomez et Cabella pour Gibson. Lorenzo, est-ce que tu veux compléter? ouais, bah, alors, j'ajoute Ouéa, comme j'avais dit au début, parce que franchement, il a montré qu'à son poste, il peut être vraiment dangereux dans les derniers 30 mètres, et même en contre, parce qu'il a une vitesse quand même incroyable, et c'est peut-être la première fois que je m'en rends compte en le regardant au stade. Et comme flop, je mettrais David, parce que peut-être il nous a mal habitués, mais il n'a pas sorti un gros match, il n'a pas été précis dans la deuxième mi-temps. Il a eu un ou deux occasions, même je dirais claires. C'est les deux occasions les plus claires qu'on a eues dans la deuxième partie du match. Et je pense qu'il était plutôt libre, entre guillemets, de pouvoir frapper ou pouvoir marquer. Il n'a pas été, voilà, il a pas été parfait. Et voilà, ça peut se passer. Mais du jeu David, peut-être voilà, on s'attend à autre chose. Donc je le mettrai dans les flops. Voilà. Et est-ce qu'il y a un joueur niçois qui a attiré votre attention, Christophe et Lorenzo? Alors moi, Denis, soit c'est Boulani, non? Il s'appelle Boulani. Oui, le 2004. Tout à fait. Le mec qui a joué titulaire à Nice. Je le connaissais pas du tout son histoire. Je ne savais pas qu'il venait du centre de formation du LOSC. Je me demande ceux qui sont en fait dans le centre de formation et qui bossent avec les garçons et qui le regardent tous les jours, comment ils ont fait en fait pour permettre à mais comme ça de signer dans une autre équipe de Ligue 1. Au Je vais minimum te de signer répondre, le premier Lorenzo, je contrat. vais te répondre. Voilà. On savait que tu allais poser la question. Moi, je Et connaissais rien du tout de ça. Quelle Je savais passe rien du décisive. tout. Je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est qui ce 35-là? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Et après, je pense que c'est toi qui me dis, ouais, je pense que c'est du centre de formation du LOSC. Je dis, ah, c'est bon. Alors, on n'achète pas, mais en plus, ce qu'on a, on le vend aussi. Elle voulait vendre Wea aussi. Donc, imaginez où. Voilà. Alors, vous venez, chers auditeurs, à assister à une passe décisive de Lorenzo vers Julien qui À la va. Cabella. C'est va du être football efficace. international, hein, Ouais. Italie, France, tac, tac. Julien va être efficace et il va marquer le but. Tu peux nous en dire plus sur Boigny? Bah, pas tout de suite. Je vais d'abord faire mes tops et mes flops peut-être. et rappeler une chose, une stat. Je ne pense pas l'avoir entendue la semaine dernière. Elle est hyper intéressante. Je l'ai entendue cette semaine. Le LOSC est le club à avoir fait jouer l'équipe la plus jeune de tous les championnats européens
contre 3, 23 ans de moyenne d'âge. Ça aussi, encore une fois, c'est pour relativiser les critiques, le plus jeune effectif d'Europe. Donc forcément, c'est compliqué derrière quand tu joues avec des si jeunes, puisque je vous rappelle que Fonté n'était pas là. Alors dès qu'il est là, il fait exploser la moyenne. Mais quand Fonté ne joue pas, qu'il y a des Virginius qui jouent, etc., bah oui, la moyenne d'âge, elle est très, très, très jeune. Donc ça, c'était un premier point. Sur les tops et les flops, bon, en flop, Cabella, c'est impossible de ne pas le mettre. Et il m'a rendu dingue. Je sautais dans tous les sens tellement ses choix ont été mauvais du début à la fin. J'avais envie de dire Fonseca et c'est rigolo parce que le flop, je l'écris après le match. Et je l'écris après avoir fait tout ce travail de regarder la compo, les blessés, machin, etc. Et au final, quand tu vois que sont entrés Zegrova et Martin et qu'il reste à rentrer Ferra, Virginius, Maccabé ou Alexandro, je ne peux pas lui en vouloir, quoi. Alors, on reboucle un peu avec ce que disait Gérard en commentaire tout à l'heure. Bah, c'est qu'on a une profondeur de banc qui est extrêmement courte et j'imagine qu'on parlera tout à l'heure du mercato et ça laisse un peu songeur, même si vraiment on a un manque de cul incroyable et c'est très rigolo d'ailleurs de comparer cette période qu'on est en train de vivre et le nombre de blessés avec l'absence totale de blessés qu'on a eu l'année du titre. Comme en 2011. Je vous rappelle qu'on a 0 blessés en 2011 et l'année du titre, on n'a pas de blessés. Une équipe qui réussit, c'est aussi une équipe qui arrive à tourner avec un 11 titulaire qui bouge très peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de blessés. Donc ça, voilà. Et après, petit clin d'œil, encore une fois, vous ne l'avez pas vu à la télé, mais c'était rigolo. Un flop à Aubragnac qui dit dans l'interview d'avant-match, Cabella fait beaucoup de bien au LOSC. J'attends un grand match de Rémi Cabella. Donc c'est extraordinaire. Évidemment, ils n'ont pas manqué de le chambrer derrière. En top, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Chevalier, Wea et Ismaili qui nous ont encore montré des gestes pour un arrière latéral. Petit touche qu'il fait comme ça, pied droit, pied gauche. Il a fait 2 fois. 2 fois, 2 doubles contacts exceptionnels. Un vrai apport. Il a failli marquer sur une frappe à 18 mètres très puissante. Il a vraiment failli marquer. Au niveau des tops, Laborde à Nice, que j'ai trouvé excellent. On retrouve le grand Laborde de Bordeaux. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre d'avoir fait partir Andy Delors. Qui avait joué avec lui et à Montpellier, ils jouaient vraiment bien à deux, les deux, Laborde et Delors. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé les deux. Ça, c'est un autre sujet. Et donc enfin, l'affaire Badreddine Bouanani. Donc en effet, j'ai eu le temps de bosser un peu sur le sujet. Badreddine, il est né à Lille, il est de Ronchin et il est au LOSC depuis 2011, les amis. Et il est en équipe de France U16, U17, U18, U19, il a fait toutes les équipes de France. Il a gagné le tournoi de Toulon l'an dernier. Il avait fait une première apparition en Ligue 1 qui était plutôt convaincante. Et là, c'était sa première titularisation. Et il en est déjà à 2 passes décisives en 3 apparitions. Donc là, pour un gamin qui vient d'avoir 18 ans au mois de décembre, on peut parler d'une pépite. Alors pourquoi? Il nous l'a bien dit. Hein. Et d'ailleurs, sur le but, je vous rappelle que c'est lui qui fait la passe. Et la vitesse de ce gamin, au moment où il prend le ballon sur la passe ratée de Cabella, c'est exceptionnel. Donc en plus, il est très technique, très vif. Il fait une très belle passe et c'est à lui qu'on doit le but. Alors pourquoi on a laissé partir une pépite comme ça? J'avais la même colère que Lorenzo sur le coup et pendant plusieurs jours, avant de faire le point, je vais donner mes sources. Je n'ai pas peur de les donner, avec Stéphane Elbeck, le spécialiste de la formation du LOSC, du site Allez LOSC, c'est ça? Ou Allez Lille Allez Lille. Du site Allez Lille. Et qui m'a expliqué en fait que c'était une histoire de mauvais timing. C'est-à-dire que pour rappel, Olivier Létang, il arrive en décembre 2020. On est tous d'accord avec cette date. Et il doit mettre les choses en place pendant quelques mois avant d'annoncer en gros en juin que le projet s'orientera autour de la formation, etc. Et on voit ensuite arriver Jean-Michel Vandamme. Et il se trouve que le foot actuel, il est basé sur le fait d'une part, signer des jeunes plutôt à 15-16 ans pour un premier contrat pro. Ça baisse quasiment tous les ans. Donc là, il m'expliquait qu'en ce moment, ils sont en train de signer les plus gros potentiels de 16-17 ans, mais surtout qu'il y a des vraies problématiques de... comment il appelle ça, de primes à la signature, et qu'on est sur des primes à la signature de 1 million, 1,5 million parfois, et c'est des primes à la signature qui sont très difficiles à refuser pour les gamins quand on leur propose ça ailleurs qu'au LOSC. Donc, c'est ce qui explique ça, et d'après Stéphane, ça s'est vraiment joué à très très peu. C'est Dacruz qui aurait dû le faire signer. Vandamme, il est arrivé trop tard, à quelques mois.
Et comme tous ces gamins, quand ils ont du talent, et surtout qu'ils sont en équipe de France, parce que je vous rappelle que le gamin, il est en équipe de France depuis les U16, ils sont dans l'œil du cyclone, ils ont des agents, et derrière, l'agent, évidemment, son intérêt le plus fort, c'est qu'il aille ailleurs, parce qu'il va prendre un pourcentage sur la prime à la signature. Prime à la signature qu'il n'y aura pas quand tu signes dans ton club formateur. Donc, c'est ce qui expliquerait le départ de ce gamin à Nice. C'est hyper dur parce que forcément, on aurait aimé voir et Lucas Chevalier et Lenny Yoro et Badreddine Bouanani sur le terrain pour le LOSC. Ça aurait montré toute la force du projet et toute la force de la formation lilloise. Et malheureusement, on ne le verra pas. Et moi, j'ai peur, vu le talent de ce gamin, qu'il fasse les beaux jours de Nice parce que vraiment, c'est un très, très grand joueur. Et jouer aussi bien à 18 ans, c'est quand même assez rare. Donc voilà. C'est plus un problème de manque de bol qu'un problème de manque de volonté du LOSC. Avant de discuter avec Stéphane, clairement, j'aurais allumé notre président, mais bon, a priori, c'est ni la faute du président, ni de la faute de Vandamme, et c'est la faute à pas de chance, à un mauvais timing. Voilà ce que je peux vous dire après enquête sur le cas de ce garçon. Ça ne vient pas enlever notre peine de le voir partir, mais bon, voilà, ça l'explique en tout cas. Et donc 2011, ça veut dire que ce gamin, il était chez nous depuis l'âge de 7 ans. Voilà. Lorenzo, si tu as une autre question, n'hésite pas, on t'apportera la réponse, tu vois, d'une façon très détaillée. Documentée avec des sources. Non, après, c'est même vrai, ça, j'en avais parlé, j'ai quand même eu des expériences au niveau des agents, tout ça en Italie. Tu ne peux pas tous les garder, les jeunes. Donc, déjà, si on pense à Chevalier, les Baleba, les Euro, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va partir. Donc, c'est même normal. Baleba, ce n'est pas un bon exemple. Il est arrivé à 18 ans. Il était déjà quasiment formé. Il a fait quelques matchs en équipe réserve. Et il a tout de suite basculé en pro. Donc, si tu veux, avec son âge, il rentre dans les stades de formation. Mais en vrai, il n'a pas été formé au LOSC. Tu vois, il a été formé aux Brasseries du Cameroun. Donc, rien à voir, quoi. Un club qu'on aime bien au bistrot de LOSC, les Brasseries du Cameroun, on adore. Donc c'est plus de la post-formation chez Baleba. Christophe, est-ce que tu es en mesure de nous donner tes top et flop, ou est-ce que tu veux avoir un sentiment plus général sur les difficultés lilloises sur ce match de Nice? Non, forcément, je ne peux pas donner de top et de flop. Je peux que regretter que pour la énième fois, on perde des points bêtement, et que de toute façon, cette année, en début de saison, je pense que j'avais dit entre 8 et 10, et j'espère qu'on finira là. On va dire qu'il nous manque encore 8-10 points pour nous sauver. Après, non, mais franchement, j'ai pas trop. Je sais que des fois, on s'est dit, peut-être que ça va décoller. Maintenant, je me dis que pour la saison, je pense qu'on finira entre 8 et 10. Et puis voilà, on verra bien pour l'année prochaine. Alors, on ouvre le débat. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, je voudrais justement revenir sur cette inefficacité chronique. Comment vous l'expliquez? On a déjà commencé des bribes d'explication dans cette première partie de l'émission, mais finalement, en synthèse, c'est quoi? C'est de la malchance, c'est du talent, nos joueurs sont pas bons finalement, ils ne savent pas mettre des buts. Est-ce que c'est lié à une fatigue? Est-ce que c'est un manque de cohésion? Est-ce que c'est les plans de jeu finalement de Fonseca qui fait que il n'arrive pas au dernier moment à garder la lucidité pour être efficace? Est-ce que c'est les blessures qui font qu'ils sont trop sollicités à l'entraînement? Enfin, comment vous expliquez ce manque d'efficacité qu'on traîne depuis le début de saison? Parce qu'à part 2 ou 3 matchs où on a marqué plusieurs buts, on a quand même perdu un nombre incommensurable de points depuis le début de cette saison. Alors, qui veut commencer? Qui veut se lancer? Lorenzo? En fait, moi, je pense qu'au début d'année, et c'est ce qu'on critiquait à Fonseca, c'était vraiment ce truc-là de la possession, garder la balle, blablabla. C'était même pas amusant, je dirais, sauf le premier match qu'on a fait contre Auxerre, c'était incroyable. Dans le style un peu de celui-là qu'on avait sorti avec Bielsa contre Nantes, si vous vous rappelez le 3-0, la première journée, on allait tout éclater et après. Bon. On a tout éclaté, mais ouais, pas forcément dans un autre sens, bien sûr. Mais là, moi, j'ai vu que quand même Fonseca, il a quand même compris qu'il fallait changer quelque chose. Donc, je vois une équipe lucide avec la balle. Des fois, même un peu trop derrière, ils essaient quand même de sortir avec une passe, avec un truc beau à voir, tout ça, etc. Ça peut être dangereux. Mais après, c'est un peu plus direct par rapport au début du championnat.
Et là, ça devient vraiment un truc d'inefficacité dans le sens que tu as aussi les occasions, chose que peut-être à un moment donné, tu n'avais même pas. Tu as les occasions, mais tu n'arrives vraiment pas à marquer. Donc, ça peut être, comme c'est dit Christophe, quelque chose de cohésion. C'est même que le caractère de nos joueurs, peut-être, c'est un peu de. C'est pas. Je sais pas, ils sont pas vraiment trop énervés pour dire allez, on va marquer. C'est un peu la haine dans ce sens-là, je dirais, voilà. Et c'est un peu un ensemble de tout. Parce que là, on a les occasions. Ça fait un moment, je trouve qu'on a des matchs où on arrive bien face au gardien adversaire, mais à un moment donné, on n'arrive pas à marquer. Donc, je dirais début d'année, c'est un peu la saison du LOSC. Début d'année, c'était une équipe un peu en formation au niveau tactique. Là, Fonseca, il a compris qu'il ne pouvait pas vraiment être à 100% avec ses idées. Il a un peu changé. C'est une équipe un peu plus directe, mais tu continues à avoir des problèmes face au gardien. Donc, oui, ça peut venir un peu de l'attitude des joueurs. Il y a déjà des réactions sur les réseaux sociaux. Baptiste qui nous dit qu'il est tellement obnubilé par le beau jeu qu'on ne travaille pas sur la finition. Pierre-Ambroise, à force de tricoter dans la surface pour arriver juste devant le but avec la balle au pied, à chaque fois au moment de frapper, le joueur n'a plus de lucidité en étant devant le but. José David, c'est pas Fonseca qui tire, on a les occasions mais pas de chance ou pas le Voilà. talent. Jean-Marc qui nous dit on cherche trop compliqué parfois à l'intérieur du pied pour chercher le petit filet, alors qu'une frappe puissante, c'est souvent plus efficace. On salue Osimhen qui marque un but remarquable avec le Napoli ce week-end. Un gros pointu pour trouver des filets, voilà, je leur dirais ça pour José. Hormis Wea, Gomez et Baleba, personne d'autre ne tire en dehors de la surface pour Kimson. C'est aussi une remarque pertinente. Et les attaquants, pour Jean-Michel, donnent l'impression de réciter. En aucun cas, on ne sent un esprit tueur. Alors, Voilà, c'est ça, tueur. J'avais pas le mot. Voilà, c'est celui-là. C'est Voilà. intéressant cette analyse de Jean-Michel parce que c'est ce que je ressens aussi. Je les sens pas très méchants et je sais pas, j'ai le sentiment qu'il manque peut-être un peu un supplément d'âme à cette équipe pour justement avoir envie de marquer à tout prix et on sent pas cette envie de marquer à tout prix. Alors, de marquer à titre perso, oui, mais de faire le meilleur choix pour que ça marque, pas toujours, quoi. Et c'est ça qui est un peu surprenant dans cette zone de vérité. Et si on revient vraiment à ce match en particulier, donc si on les reprend un peu une par une, on a parlé de Wea, pour moi, c'est pas forcément raté parce que cette frappe entre les jambes, c'était une bonne option et Schmeichel fait un grand arrêt. En revanche, les deux fois où Cabella il va tout seul côté gauche et il frappe du droit alors qu'il doit faire un centre du gauche pour Momo Bayo qui est tout seul, c'est inexplicable pour moi, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Cabella? Alors après, c'est difficile de l'enfoncer puisqu'il a tout assumé. Il a même assumé devant la presse ce qui ne se passe jamais. Un mec qui fait ça en championnat de France, il passe avec ses écouteurs sur la gueule devant les journalistes et il ne répond pas aux interviews. Cabella, c'est lui qui est allé répondre aux interviews. Il s'est excusé, il a expliqué ce qui s'était passé dans le vestiaire. Je me suis excusé auprès de tout le monde. J'ai fait mon pire match, c'est la honte. Je vais me réfugier dans le travail, machin, etc. Et il avait hyper conscience de ce qu'il a fait. Je vous l'ai dit, Wea, dans un état psychologique, mais hyper traumatisé par le fait de ne pas avoir marqué ce fameux but à la mi-temps. Son interview, si vous pouvez la revoir, elle est juste folle. Il dit « c'est de ma faute, c'est que de ma faute, on a bien joué, mais j'ai pas marqué, machin, c'était dingue ». Donc, on est face à des vrais bons mecs. Les mecs, c'est vraiment des bons mecs et on voit rarement ça dans d'autres clubs. Donc, c'est des vrais bons mecs au sens pur du terme. Et d'ailleurs, Cabella, on le voit bien, il soutient toujours les gars. Ça a été le plus gros soutien de Momo Bayo pendant toute sa période difficile. Cabella le soutenait tout le temps, disait des mots en disant il s'entraîne beaucoup, il va revenir, on a confiance en lui. Donc, c'est des bons mecs. Mais je sais pas, il leur manque un truc, il leur manque cette envie d'aller marquer. Et je me l'explique pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui. J'ai pas la réponse. C'est très difficile. Alors, sur les réseaux, on fait souvent l'analogie avec la rage de Bourak, qui nous manque peut-être parce qu'il avait envie de faire mal. Il y avait cet esprit tueur que réclamait d'ailleurs Olivier Létang. Tu te Olivier Létanises, Julien. Tu as les mêmes arguments. Respecte-moi, s'il te plaît. Christophe D, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu ressens la même chose? C'est quoi pour toi cette inefficacité? C'est quoi le facteur principal?
Moi, ça fait un bail que je me dis que j'aime pas cette attitude. J'avais parlé autant de l'US Cagol avec Ounas et Cabella. Je m'étais un peu emporté à l'époque, mais c'était déjà vrai. Les mecs, ils au début, ils vont chercher un geste impossible alors que la passe simple et c'est but, quoi. Donc, moi, je pense que si on veut bien jouer au football, eh ben, on marque des buts, quoi. C'est la base. Bien jouer au football, c'est pas faire 27 passes au milieu avec des ailes de pigeon ou je sais pas quoi. Ça c'est bien, hein, super, hein. Mais si ça va au but derrière ou si ça provoque un décalage dans la défense adverse, ou voilà, ça peut servir. Si c'est pour faire le beau, et encore une fois, j'ai pas vu ce match-là, mais j'en ai vu plein d'autres. Mais si c'est pour faire le beau, moi, ça m'intéresse pas. Et j'ai vraiment cette impression-là, des fois, que c'est pour faire le beau. La rentrée de Bayo m'avait fait beaucoup de bien parce que je trouvais que Bayo, lui, il avait déjà une frappe. Déjà parce que c'est pas tout le monde qui a une frappe. Alors j'ai découvert la frappe d'Angel la semaine passée, mais Voilà. voilà. Mais Bayo, il a quand même une frappe de balle qu'on n'avait pas vue depuis longtemps à Lille. C'est quand il frappe, c'est voilà, il met une mine quoi. Et donc ça, c'est quand même super important qu'on est devant quoi. On a vu trop souvent des mecs qui arrivent devant le but, qui mettent à plat du pied en espérant tromper le gardien. Il faut pas déconner quoi. Enfin, il y a un moment donné, c'est limite faute professionnelle pour moi, hein. C'est quand on est joueur pro, c'est ce que je disais tout à l'heure déjà. Quand on est devant le but, on doit vouloir marquer. Et on doit vouloir marquer. Et on marque avec le meilleur moyen de marquer. Je ne sais pas qui a dit ça sur le net, mais si le meilleur moyen de marquer, c'est un pointu, c'est un pointu. Ronaldo, il en a fait un en finale de Coupe du Monde en 2002. C'est pas une honte. On peut y aller. Mais je veux dire, c'est à un moment donné, on se demande si on se regarde pas un peu trop, et qu'au lieu de penser à marquer, on pense à autre chose, à je sais pas quoi, à faire une belle balle ou je sais quoi. Ce qui c'est quand même assez étonnant pour des pros, quoi. On est quand même des joueurs professionnels. Je pense que leur but du jeu, leur seul but, c'est de gagner le match. Et il se trouve que pour gagner le match, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Donc, non, et après, je sais pas, le rôle de Fonseca là-dedans, j'en sais rien. Parce que je pense que Fonseca, lui, il a peut-être pas tous les que la psychologie et l'argument au niveau de la langue. Je sais pas s'il parle super bien français, s'il peut super bien faire passer ses idées, De tout mieux ça. en mieux, hein, de mieux en mieux. Après, C'est il n'y en a pas mieux, beaucoup qui c'est parlent mieux. français non plus dans l'équipe, hein, donc Il y en a c'est plus pour qui ça. parlent portugais, hein. Malheureusement, si. Il parle américain et français, mais il parle français. Non, mais c'est. En tout cas, pas portugais. Enfin, ce que je veux dire simplement, c'est que je pense que dans un vestiaire, quand il y a un truc qui se passe comme ça, il doit y avoir quelqu'un dans le vestiaire qui parle. Et pas qui parle pour s'excuser. Parce que s'excuser, c'est bien. Mais qui parle pour dire, les gars, vous avez vu ce qu'on fait? Pas possible. Ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Et qui mettent cette niaque qui nous manque. Et elle peut venir. Je pense pas que ça peut venir de Fonseca. Encore une fois, il peut essayer d'aider, voilà, de dire, bah voilà, je change un gars de place, comme Wea qui change beaucoup. Enfin, sur les choses comme ça pour essayer de donner une petite étincelle. Mais c'est les joueurs entre eux qui doivent comment dire, se saisir du problème et dire qu'on va y répondre, quoi. Je pense que ça peut venir que du groupe. Je sais pas comment, La réaction de Font après le match, quand ils ont fait l'interview, bah, juste à la fin, en fait, bah, il était plutôt dans ce sens-là, hein. Je ne disais pas que C'est- c'était une critique à l'équipe, mais il était quand même énervé, hein. Si on la compare à cette équipe qui a gagné le titre, euh, la grosse différence, je pense qu'elle est là. On a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont super contents de bien jouer et de produire du beau jeu. Un Rémi Cabella, dans ses interviews, il a toujours dit « Oh là là, qu'est-ce que je me régale à l'entraînement. Ces mecs, tous là, ils puent le football. Quelle technique, vous verriez ce qu'on fait. » Et ça ne gagne pas. L'année du titre, pardon, hein, il y a des matchs où on s'est emmerdé, hein. Il y a des matchs où on s'est fait chier, hein. C'était pas tout le temps beau, hein, on peut le dire, hein, maintenant. Il y a des matchs où Boura qui nous sauve la baraque sur une frappe, tu vois. Et sinon, le reste du match, c'est quand même pas mal Ah, je suis d'accord. de bétonisation et simplement on essaye de se projeter un peu en contre-attaque par moment, mais il y avait des vrais moments où on se faisait chier. J'ai pas souvenir, par exemple, d'avoir vu 35 minutes comme j'ai vu 35 minutes là contre Nice, les 35 premières minutes où ça va d'un but à l'autre, c'est du beau football. Mais on gagnait et on a été champion. Alors que là, bah ouais, il y a plein de moments qui sont agréables. On se pignole sur des. C'est hyper juste ce qu'il dit Christophe. Moi, je trouve pas que tu as été dur. Quand tu avais dit l'US Cagol avec. C'était Cabella et qui déjà?
Ounas. Et Ounas, mais c'est le match où on était ensemble, c'est le match contre 3, non? Ouais, C'est pas ça ok. le match de coupe. C'était l'US Cagole. Les mecs, c'était passe aveugle, machin. C'était d'un ridicule. C'est ridicule. Surtout qu'ils jouaient contre l'équipe B ou C de 3. Ça n'avait aucun sens. C'était pas bien. Mais les mecs se régalaient. Ils avaient l'impression d'être sur un City. Et voilà, quoi. Mais c'est pas du five. Hein. C'est du foot à 11. C'est dans des vrais stades. Et le but du jeu, c'est de gagner des matchs pour jouer l'Europe. Ouais. Et c'est quand même la fin de la discussion. Moi, je ne suis pas sûr qu'on aille chercher l'Europe avec cette équipe-là et cette mentalité-là. Et le problème, c'est que Fonseca, il se complaît là-dedans. Parce que là, il dit, oh là là, un match comme ça, on le rejoue 10 fois, on le gagne 9. Bah ouais, mais on l'a pas Comme à gagné. l'aller, même chose. Et Et on l'a pas gagné. 0 point, les deux. Donc, Exactement. on le rejoue 10 fois, on le gagne 8, parce qu'on a perdu 2 fois contre Nice. Beaucoup de réactions chez les internautes. Donc, on parlait de Jean-Michel qui sent David résigné, Jean-Marc qui dit qu'il manque un patron aboyeur. Là, on revient sur l'absence de Bourak. De Bourak ou même de Benjamin André pour ce match en particulier. C'est vrai. Baptiste qui nous dit que les gardiens adverses font toujours d'excellents matchs contre Lille, ce qui est confirmé par Gildas et qui rajoute que les poteaux sont aussi trop larges aussi parfois. Donc ça. Je savais qu'elle allait vous faire rire celle-là. Je savais qu'elle allait vous faire rire. Donc voilà, on a Jean-Michel qui dit aussi Fonseca, il est content qu'on a eu des occasions. Donc, oui, on va dans ce même sens. C'est vrai. C'est C'est vrai. une analyse un peu déceptive. Enfin, on sent les gens qui ont du mal finalement à trouver des explications parce qu'il y a vraiment toute une multitude de causes possibles. Alors Christophe, tu veux nous faire le résumé finalement en conclusion? Sorte de Bielsa attitude. Hein. Sorte Ouais. de Bielsa attitude. Ouais. Résumé, non. Résumé, Ou au moins ton avis. ouais, résumé, non, mais un avis, oui, parce que je pense que ce que veut faire Fonseca demande une équipe de base. Quand ça fonctionne bien, c'est parce qu'on a des joueurs qui jouent à leur poste, qui sont en pleine possession de leurs moyens physiques, ce qui n'est jamais le cas quasiment cette année. Quand on a des bonnes choses qui se passent côté gauche avec un Bamba au maxi de sa forme, avec un Ismaili au maxi de sa forme, ça fonctionne bien, ça combine bien, on trouve des solutions. À droite, c'est pareil avec Ounas avant ses blessures, avec un Diakité qui jouait derrière lui en soutien, ça fonctionnait très bien. On avait des échanges qui se passaient parfaitement avec un Cabella qui était également très bien et un peu mieux physiquement que maintenant. Forcément, ça fonctionne mieux. Quand on a un André Gomes qui est bien physiquement avant de se blesser, ça fonctionne bien. C'est un élément important de l'équipe. C'est une valeur ajoutée à l'équipe. On ne l'a plus. Donc, on a un Benjamin André qui est bien physiquement. C'est un complément important de l'équipe. On ne l'a pas sur le dernier match. Donc, forcément, à un moment donné, on a des manques. Et quand on a un manque physique avec le jeu de Fonseca, ça ne fonctionne pas. On a beau avoir un Bourak tueur devant. S'il n'aura pas de ballon, cette année, et il ne marquera pas comme sa dernière année. On a eu un Bourak qui nous a apporté beaucoup l'année du titre parce qu'il était sur un nuage. On en a encore parlé dimanche avec Lorenzo. Parce qu'il frappait de 40 mètres, il marquait pleine lucarne. Cette année, est-ce que ça aurait fonctionné comme ça? Je ne crois pas. Mais avec des joueurs absents ou avec des joueurs blessés, de toute façon, les combinaisons, on peut faire ce qu'on veut. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Et ces sorties de ballon où on est pris au pressing, si on n'a pas une justesse technique et un physique au maxi, on n'arrive pas à les ressortir les ballons et on n'arrive plus à se montrer dangereux comme en deuxième mi-temps et on se fait manger. Donc voilà. Alors c'est vrai que devant, on est peut-être un peu moins tueur, mais parce qu'on court beaucoup et on court beaucoup fatigué, donc on apporte un petit peu moins. Donc voilà. C'est juste un petit point de vue différent, mais c'est important, je pense. Le physique et les blessures. Ouais, la profondeur de banc, c'est hyper Oui. intéressant. Évidemment que si tu as Bamba Ismaili, Ounas Diakité et que tu as Benjamin André et André Gomes en milieu récupérateur, je suis pas sûr que ce soit complètement le même match. Et oui, évidemment. Et que c'est pas la même saison si on les a toute la saison. Bah, bien sûr, on n'a pas ce facteur chance où il y a 0 blessure dans la saison, quoi. Voilà. Ben, je suis d'accord, mais c'est justement à ce moment-là qu'il manque un peu l'esprit tueur et Agnac.
C'est justement en ce moment-là. Là, tu as 4 occasions en début de match. 4 occasions en début de match, si tu n'en marques pas, c'est un autre problème que la fatigue. C'est pas la fatigue au bout de début de match, ils sont frais. Hein. Pas C'est du un autre tout, problème. voilà, c'est ça. Ouais, c'est la première demi-heure, tu as raison. C'est pas la fatigue, c'est juste le mental et le fait que dans cette équipe, il manque quelque chose. Il manque. Moi, je ne peux pas avec Benjamin André. Je pense que Benjamin André, malheureusement, c'est pas le meneur d'homme pour moi, que je vois pas le meneur d'homme. Quand on a vu l'année passée, on a des difficultés de sa compagnie. C'est le mec qui va placer les gens tout ça sur le terrain. C'est un super joueur, mais c'est pas le mec qui va arracher les gars, les mener, quoi. Et ça, c'est rare, les meneurs d'hommes. Hein. Et après, moi, je dis un truc, c'est aussi que, bon, la première demi-heure, ok, c'était un bon match, etc. Mais dès qu'on prend le but, on n'arrive pas à réagir. Et l'entraîneur ne peut rien faire pour changer l'équipe, pour dire, ok, bah, je change tout, j'essaie une autre chose. Parce que dès que moralement, on est vraiment tombé dans le mental parce qu'on avait pris le but et on n'avait pas marqué, voilà, c'est fini. Il n'y avait même pas moyen de dire, ouais, on change, je fais un truc fou, je mets une autre chose. Zéro. Zéro. Dès qu'on a pris le but, moi, je savais que ce match allait terminer 1-0. C'était fini. Alors, les réactions sont toujours nombreuses sur les réseaux sociaux. On a ouvert visiblement un débat, mais pour clore finalement cette partie, je voudrais citer José Fonté au micro d'Amazon Prime qui disait quand on ne marque pas, on peut perdre. Un supporter interrogé sur France Bleu quelques minutes après, sans connaître cette citation, avait dit quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. C'est surtout, parce qu'il y a toujours le match nul qui est possible. Mais c'est vrai que c'est la vraie solution à trouver pour pouvoir avoir des ambitions réelles sur cette deuxième partie de saison. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de la deuxième partie de l'émission du Bistrot d'Alain Losc. Jingle. Voilà. Ah non, il n'y a pas de jingle. Non, je ne vais pas chanter de chanson. Donc, deuxième partie de cette émission, il est déjà 21h35. Donc, Clermont-Rennes pour la semaine. Quelles sont les réelles ambitions pour le LOSC? Alors, deux adversaires, un plutôt milieu de tableau, juste à l'affût derrière nous. Clermont, donc, qui est 8e avec 29 points. Donc, nous avons 5 points de plus. Et deuxième adversaire, donc ça se jouera au Stade Pierre-Mauroy demain soir. Et autre adversaire je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, j'ai un trou de Samedi mémoire. soir à 21h, je pense. Samedi soir à 21h. Le match donc à l'extérieur contre Rennes, qui est aujourd'hui 5e avec 37 points, c'est-à-dire 3 points de plus que le LOSC. Une semaine difficile, mais avant de commencer celle-ci, quelles sont réellement quelles peuvent être réellement les ambitions du LOSC, compte tenu de ce qu'on vient de dire, et compte tenu que maintenant, même si le mercato n'est pas officiellement terminé, on sait de façon sûre et certaine qu'il n'y aura pas d'autres renforts pour le LOSC sur ce mercato. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Comment jugez-vous le mercato lillois hivernal, donc cette saison? Voilà, c'est ça. Personne ne parle. Voilà. Non, mais... Il n'y a rien à dire, il ne se passe rien. C'est une belle analyse. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne se passe rien, il y a quand même... Zortea, il a signé à Sassuolo, je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Oui. Qui ça? Ah oui. Bah, il a signé ou il est après à Sassuolo, je viens de lire. Et voilà. Moi j'avoue, bah, allez, je commence. Moi, j'avoue, je suis un peu dégoûté dans le sens que si... je pense qu'ils n'ont pas été clairs avec les supporters. Ça, j'aime pas vraiment trop parce que si à un moment donné, ils nous disent, bah, écoutez, il y a pas moyen de pouvoir faire quelque chose... Voilà, on reste avec l'équipe comme ça et c'est bon. Moi, j'aime pas qu'ils nous disent que non, mais ça va, l'équipe ça va, on a 2 joueurs par poste. Il nous a manqué Jérémy Pied dimanche, on le disait avec Rico, et il était assis au stade à côté du secteur visiteur du LOSC. Donc, pour arriver à avoir un peu le manque d'un joueur qui n'a jamais joué parce qu'il était toujours blessé, ça veut dire qu'on n'en a pas d'autres. Donc, voilà, ça c'est pour dire que il n'y a pas eu d'ajout de joueurs et on n'a pas de doublure sur certains postes, comme par exemple le latéral droite. Donc, j'aime pas qu'ils n'ont pas été clairs en disant, écoutez, on peut rien faire et voilà, on essayera d'arriver jusqu'au bout avec cette équipe-là. Me dire non, l'équipe est parfaite, mais pas du tout. Voilà, c'est ça que j'ai pas aimé. C'est le pognon, hein, le problème pour moi. C'est l'analyse du pognon. Costil, il arrive, ça coûte rien.
on dégraisse. Bika est parti, donc ils ont trouvé un accord. Liadji n'est plus là, ils ont trouvé un accord. Donc on dégraisse. On s'est séparé de Zedatka qui est parti à Auxerre, donc on dégraisse. Et on a vu les comptes l'an dernier qui sont hyper bons. Donc il y a un moment, messieurs les actionnaires, on fait quoi? Il se passe quoi à Lille? C'est quoi les ambitions au-delà du blablabla, on va jouer l'Europe? Parce que, pardon, hein, ce soir, on regardera le mercato de l'OM et puis on peut discuter. On peut discuter de mercato. Alors, attention, c'est un mercato hivernal. On sait très bien qu'il y a un mec sur deux qui va marcher. C'est à peu près la stat en général. Hein. C'est 1 sur 2. OK, très bien. Mais nous, on ne joue même pas sur 1 sur 2. On ne joue même pas. On a dégraissé. On a économisé de l'argent. Est-ce que la situation financière du LOSC aujourd'hui, elle justifie qu'on économise de l'argent quand on est, j'ai adoré ta phrase, François, je te reprends, je l'ai noté, Clermont-Ferrand est à l'affût derrière nous. Voilà, on en est là quand même. Hein. Il faut arrêter de se pignoler sur l'Europe. C'est très très loin quand tu regardes la 2e, la 3e place. Et on a Clermont qui est à l'affût. Si on perd contre Clermont, ils reviennent à 2 points. Clermont-Ferrand, les gars. Hein. Un stade avec des tribunes en ferraille. On parle de ça quand même. Où il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent. Il y a des mecs solidaires. Il y a un entraîneur qui est là depuis des années. Il n'y a pas de grand talent à Clermont-Ferrand. C'est une équipe de foot, c'est tout. Donc, enfin, pardon, mais ça renvoie une fois de plus à la réalité de ce projet, aux problèmes de pognon et à nos actionnaires. Alors, il paraît que l'actionnaire était là. Il paraît que le Rital était là, pas toi, Lorenzo. Il était là, ouais. Et on était deux là-bas, ouais. 2 Italiens pour le Oui, LOSC. à mon avis, plus que 2 en plus. Hein. Il n'était pas avec pied. On l'a pas vu avec pied. Il était Mais c'est certainement quoi cette ailleurs. histoire, quoi? C'est bien de clamer, je pense que c'est ça qui veut dire Gérard tout à l'heure quand il parle de pression médiatique que met le président. En fait, c'est ce truc de dire on va être européen. D'accord, mais tu mets quel argent pour être européen? Enfin, bon, c'est très, très bizarre tout ça. Alors, quand on fait le bilan finalement arithmétique du mercato, finalement, je mets de côté l'arrivée de Costil qui remplace Jardim pour encadrer Chevalier. Pourquoi pas, à la limite, ça c'est plutôt un acte de mercato, même s'il est gratuit sur le moyen terme. Je mets de côté les départs de Liadji et de Bika, parce que c'était des joueurs qui, de toute façon, ne rentraient pas dans le cadre de la vie professionnelle du club professionnel. Donc, à la limite, ça, c'est anecdotique et il fallait bien qu'ils partent à un moment. Par contre, je reviens sur, finalement, le fait majeur, ce que je qualifie le fait majeur de ce mercato, c'est le départ de Zedatka, on peut critiquer le joueur, on peut juger de ses qualités ou de son début de saison plutôt raté si on en croit les avis, notamment de Fonseca, qu'il ne faisait jamais jouer. Mais finalement, là, on a perdu une ressource en arrière droit et on n'a plus de solution de rechange. Voilà. Sportivement, moi, j'ai du mal à expliquer ce choix. Il arrive quand, Zedapka, François, au club? Juillet. En juillet, avant l'arrivée de Fonseca, si c'est ce que tu voulais faire dire. Ah, ok. Oui, mais il n'a pas fait de grands matchs. Alors après, on ne connaît pas sa mentalité. Peut-être que à Auxerre, il a sorti 2-3 matchs pas mal hein, dès qu'il est arrivé. C'est vrai que c'est pas le même niveau, voilà. Peut-être qu'il vient pour être titulaire. Il est remplacé par un garçon Diakité qui a 19 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il le vit peut-être extrêmement mal et il le montre. Et ça, à ce moment-là, se séparer d'un joueur comme ça, c'est plutôt cohérent par rapport à l'esprit de groupe et à l'esprit d'équipe. Moi, c'est pas ça qui me choque, c'est que mais tu ne te remplaces pas, c'est ça. On économise une partie de son salaire. On économise le salaire de Liadji et on sait qu'il était grassement payé pour un mec qui jouait pas. Bika ne devait pas avoir un très gros salaire, mais quand même, au bout du bout, tu dois arriver à un truc où tu arrives à aller chercher 80, 100, 120 000 euros, j'en sais rien, mais on doit être dans ces eaux-là mensuels. Tu n'arrives pas à trouver un joueur à 100, 120 000 euros mensuels, là, au moins un mec qui pourrait venir. Au moins un, tu prends personne. C'est bien, on a de la profondeur de banc en ce moment. Je comprends pas. Je comprends pas, surtout une fois de plus, quand tu clames le projet du LOSC, c'est d'être européen tous les ans. Notre business model, il est bâti là-dessus. Je comprends pas. Alors, en fait, je suis d'accord avec toi que le mercato de janvier, ça, souvent, ça marche pas trop. Mais à un moment donné, si tu es en manque parce que ton effectif n'est pas complet, tu essaies à prendre des joueurs.
Là, c'était pas un mercato pour dire ouais, c'est juste s'il y a une pépite, on va la chercher, sinon on change pas. C'était vraiment un mercato, il fallait prendre au minimum 1 ou 2 joueurs. Après, s'il ne marchait pas, c'est bon, mais t'essayais quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment cette envie d'aller trouver 1 ou 2 joueurs qui pouvaient marcher dans cette idée de jeu, cette idée, dans ce style de jeu de Fonseca. Ils les ont même pas cherchés. Ouais, il y avait l'Italien là qui peut jouer soit axial, soit sur le côté droit. On va essayer avec l'Atalanta si on peut faire quelque chose après, blablabla. Mais pour le reste, franchement, je sais pas. Il y a pas eu d'idée. Et pour moi, il n'y a pas eu trop de tentatives en fait d'aller chercher quelqu'un. Les départs des Pardon, joueurs permettent justement de prendre un risque, comme a été fait au dernier mercato d'hiver. Au dernier mercato d'hiver, on prend Ben Arfa. Alors, on sait comment ça s'est terminé, mais c'était un risque qui avait été pris pour renforcer l'équipe en bénéficiant d'une opportunité. Non, mais même Ounas et André Gomez, ils arrivent le 31 août. Nous, on était en direct. C'était le bistrot quand ils ont présenté les deux. Après, Ounas, il a marché, il ne pouvait pas marcher peut-être. Mais bon, ils ont quand même essayé à prendre des joueurs. Peut-être que ça arrivera également. On est en direct le dernier jour du mercato. On va peut-être apprendre des signatures pendant l'émission. J'ai 2 choses à rajouter, François. Ouais. Un, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres clubs qui n'ont pas de directeur sportif. Petite rengaine quand c'est même. Vrai. On n'a pas de Petite directeur rengaine. On n'a pas de directeur sportif. Donc, on a un président qui fait tout. Super. Il est certainement extrêmement brillant, mais il fait tout. Ce qui est bizarre. En gros, c'est qui fait comme directeur? Toi, je te pose une deuxième question aujourd'hui. C'est qui a un peu cette fonction au LOSC alors? C'est Olivier Létang. C'est Olivier Létang. Armand? Non, mais c'est Olivier Létang. Il n'y a personne d'autre. C'est un président qui fait même le mercato. Bien. C'est Olivier Létang. Et la deuxième chose, c'est que 2 fois lors de la conférence de presse, les journalistes lancent Fonseca sur le thème du mercato. Il a le visage qui se ferme. Je vous recommande de revoir la conférence de presse. Et il répond en français « Je ne veux pas parler du mercato aujourd'hui. Je suis focus sur Clermont. » 2 fois la même réponse. Et on voyait vraiment qu'il n'avait pas envie d'en parler. Et puis récemment, dans ses interviews, dans ses déclarations, il signalait quand même la faiblesse quantitative de son groupe et il lançait. Il a dit qu'il ne peut pas changer. Il a déjà dit. Et il lançait des appels du pied, effectivement, à Olivier Létang. Christophe. Ouais, je voudrais ajouter un truc important parce que tout le monde critique tout ça et compagnie, mais personne n'a jamais vu jouer Benoît Costil l'arrière droit. Alors, attendez de voir un peu avant de critiquer. Hein. Merci. Il y avait une très bonne vanne, un mec qui a mis sur Twitter cet après-midi, arrêtez un peu de râler, tous les postes sont doublés, et il mettait le 11 type, et en remplaçant à chaque fois, il mettait Wea, même dans les buts. Ouais, comme ça marche, bien sûr. C'est tellement vrai. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le mercato? Sinon, vas-y, Lorenzo. C'est juste que moi, j'ai peur que si les choses ne vont pas bien en deuxième partie de saison, et Fonseca, sûrement, pour moi, il arrivera à avoir des problèmes avec les temps parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas de joueurs pour pouvoir un peu développer ton idée, j'ai peur qu'à partir de cet été, on recommencera de zéro avec un autre entraîneur. Parce que si la situation est celle-là, si on n'arrive même pas en Europe, Fonseca, il dira ciao, et voilà. Fonseca a été imposé par Baleda, le propriétaire, Barnaba, j'ai du mal avec les noms en ce moment. C'est Barnaba qui a quand même ramené Fonseca. Est-ce que Barnaba n'est pas capable de dégager les temps? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas dans ce sens-là que ça se fait? C'est l'actionnaire, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est lui le chef. Est-ce que c'est ça qu'il faut craindre pour M. Létang? Je ne sais pas. Olivier Létang, c'est un salarié. Hein, donc, mais après, même si Létang est viré, entre guillemets, mais après, je pense que c'est comme Julien disait, c'est à partir un peu de Barnaba et les autres qu'il n'y a pas vraiment cette idée de mettre vraiment de l'argent, entre guillemets, sur le mercato du LOSC. Donc, à un moment donné, je ne sais pas, ça peut changer quoi. Je vous avoue que je ne suis pas sûr. Alors, Patrice qui précise, si on regarde les autres clubs et leur mercato hivernal, ils ont quasiment tous acheté car ils ont perdu des joueurs. Donc, ils ont remplacé leurs joueurs, sous-entendu. Le meilleur mercato hivernal du LOSC n'est-il pas de garder tout le monde? Alors, il fait référence aux prolongations de Benjamin André et de Lucas Chevalier. Est-ce qu'il faut s'en contenter? C'est pas faux. Les personnes n'ont pas du Renildo, il y en a qui ont crié. Entendu. Ouais, j'ai crié, moi.
Et, et Franco avait pas crié, il était content, si vous vous souvenez de l'émission sur le départ de Renildo. Très grande émission, notre meilleure, je pense. Oui, je pense. On a polyglotte, on avait un public international ce jour-là. À chaque fois que je vois François, il me raconte en fait des anecdotes. Donc, voilà, imaginez-vous. Et Dieu sait si on se voit en ce moment. Et Guillaume qui nous dit sans mercato digne de ce nom cet été, Fonseca ne fera pas de vieux os. À sa place, ça me gonflerait déjà. Voilà, donc il y a un sentiment global partagé sur de retenue en tout cas sur ce mercato lillois qui a surpris et un peu déçu tout le monde. Alors pour terminer cette émission, il est 21h49. Hein. Rapidement, un petit tour de table sur les deux matchs contre Clermont et contre Rennes. Qu'est-ce que vous en attendez? Victoire impérative, 4 points, c'est quoi votre objectif? Christophe, on va commencer par toi. Christophe Qui c'est D. moi? Christophe D. Bah, clairement, le match aller n'a pas été facile. Hein. On gagne, mais ça n'a pas été facile du tout. C'est le match aller qui a eu lieu il y a un mois à peine. Hein. Il y a un mois, ouais, Ah, c'est vrai en plus. avec Pascal Gatien, qui est l'entraîneur le plus pénible du football français. J'ai jamais vu un mec aussi chiant. Quoi. Même Fonseca, il a piqué une crise de nerfs aussi. Non, mais hormis ça, ils ont un bon milieu de terrain. Je trouve qu'ils sont pas aussi mauvais. Enfin, d'ailleurs, s'ils sont septième, malgré ce que dit Julien, qu'une équipe de foot qui n'a même pas de stars. Tu vois, lui, c'est parisien. Quoi. Il faut des stars, des paillettes. Quoi. Le mot star n'est pas sorti de ma bouche. Voilà. J'ai dit, il n'y a pas de grand talent dans cette équipe. Il n'y a pas de grand talent. C'est une équipe collective, j'ai dit. Pas de grand talent, mais tu verras peut-être qu'un jour, à Clermont, il arrivera dans un grand club, genre Lille, par exemple. C'est déjà arrivé, on en a eu deux, Zelatka et Bayo. Hein, Quelqu'un qu'on a payé 14 millions, donc clairement, quand même. Hein. Donc, tu vois, il y a quand même des grands talents. Et donc, du coup, non, mais Clermont, j'aimerais bien combattre Clermont. Je n'ai pas de grand espoir sur le match à Rennes, par contre. Hein. Je me dis que Rennes, ils sont plutôt. Justement, s'ils gagnent tout jusqu'à maintenant, je dirais, bon, on peut les taper. Sauf que là, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Donc, voilà, j'ai moins de grand espoir sur le match de Rennes. Donc, s'il y avait 3 points dans les deux matchs, c'est déjà pas mal. Julien, tu veux rebondir? Écoute, je vais essayer d'être constant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, où j'ai dit que ce match à Nice pouvait s'expliquer par le fait que beaucoup de titulaires manquaient à l'appel. Donc là, je voudrais juste rappeler que Benjamin André, il est plus malade, il jouera. André Gomez, il est de retour de blessure. Et que Jo Bamba aussi. Alors évidemment, Gomez-Bamba, certainement avec du manque de rythme, mais ils sont à la disposition du coach, comme Carlos Baleba, qui est de retour de suspension. Donc ça, c'est important. La mauvaise nouvelle de la journée, c'est que Joe David s'est cassé la main. Il a eu la réduction de sa fracture hier ou aujourd'hui. Donc, il ne peut pas jouer demain. En revanche, il devrait jouer dimanche. C'est ce que nous a dit Paulo Fonseca. Donc, dans ce cadre-là, j'imagine, surtout à la maison, une victoire contre Clermont, même si j'ai pas l'impression que ça fasse vibrer beaucoup de monde et je pense pas que le stade sera plein, loin de là. Et comme Christophe, ça m'arrive pas souvent, mais moi j'envisage une défaite à Rennes. Je nous vois bien perdre 2-1 contre Rennes. Et c'est pas souvent que je dis qu'on pourrait perdre. Alors, on regrette la fracture de la main de Jonathan David, mais ça lui a peut-être évité d'avoir à signer un contrat dans un club dans les dernières heures du mercato. C'est peut-être finalement une bonne nouvelle. Christophe C, comment tu les vois ces deux matchs? J'espère une victoire contre Clermont. Je suis un petit peu plus optimiste que mes camarades pour le match à Rennes, parce que Rennes a perdu un joueur important avec Terrier, qui n'est pas remplacé dans cette équipe. Il leur reste des atouts offensifs, mais ils ont également perdu Traoré sur blessure. Encore un latéral qui est dans le sac dans ce championnat, ça fait beaucoup. Je pense que c'est vraiment un poste important dans le foot maintenant, le latéral. Et il n'y en a pas tant que ça. Et pour le remplacer, ça va pas être facile pour eux. Et c'est un poste important parce qu'il passe beaucoup par les couloirs. Donc, je pense qu'on peut sortir contre cette équipe de Rennes un bon match. Donc, voilà, j'ai de l'espoir. Encore de l'espoir. Bon, Lorenzo, alors Clermont, on les connaît, on vient de les jouer. Rennes, on les a joués il n'y a pas très longtemps. C'est une équipe assez régulière qui est capable de perdre à Clermont et de battre le Paris Saint-Germain. Comment tu vois ces deux matchs? Déjà, clairement, pour moi, on va le gagner, mais il faut faire attention, c'est
quand même pas l'équipe de l'année dernière. Je me rappelle peut-être le plus gros match à la maison de la petite ère du Gouv. On avait gagné 4-0, je pense. Et Je crois, au niveau de match. Hein. par contre, la Rennes, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien parce que en plus, ça fait 2 ans qu'on ne perd pas là-bas. Même l'année dernière, on gagne ou on fait 2-2, je ne me rappelle pas. Mais voilà, on peut sortir un gros match. C'est sûr, ça sera un match spectaculaire parce que vu la façon de jouer des deux équipes, ça sera un peu comme la première mi-temps de Nice, j'imagine, avec deux équipes qui vont essayer à tout faire pour marquer. Sauf qu'il faudra le faire, voilà. Mais voilà, non, je le sens bien. J'espère de voir un beau match. Déjà gagner demain, au minimum, ça va amener un peu de la tranquillité parce qu'après ce match-là, déjà les 3 points pour dire, OK, on va jouer à Rennes, on va réessayer un peu à reprendre le chemin de l'Europe, de la fameuse 6e place et de la Conference League que moi j'attends si grande pour l'année prochaine. Et apparemment, ça peut être que ça. Toi, Mais bon. tu veux que le LOSC fasse des déplacements en Slovaquie. On te voit venir de Non, très, très loin. bon, ouais. Après, il faut voir si cette équipe-là se qualifie parce que là, c'est pas ouf le niveau de football ici. Non, mais à part ça, et voilà, j'espère juste voilà, reprendre un peu le schéma, reprendre un peu de confiance. J'aimerais juste voir une dernière partie de saison, une deuxième partie de saison avec cet espoir encore intact d'aller jouer ou au minimum essayer de jouer l'Europe. Voilà. Alors, juste une petite rectification. Patrice précise que dans ses commentaires, il ne parlait pas des prolongations, il parlait du fait d'avoir réussi à garder ses joueurs alors qu'il y avait des pressions visiblement sur certains, Ouéa, Jonathan David, de gros clubs, et que c'était un signe plutôt positif, même si Jean-Michel fait remarquer que si un joueur est sur le point de partir dans un gros club, peut-être même en été, quel va être son tempérament et ses actions pour cette fin de saison où on va avoir besoin de l'investissement de chacun. Je ne sais pas si c'était des approches réelles parce qu'on n'a pas vu de gros transferts durant ce mercato d'hiver sur le marché européen. Lorenzo, toi qui le suis plus que nous, il n'y a pas eu de gros transferts sur le marché européen. Bah, après, Chelsea, il a Ouais, il a dépensé 200 et quelques millions. Il vient de prendre Enzo Fernandez il y a 1 heure à 120 millions, je pense. Ah, pardon, j'avais pas cette info. Ouais. Modric, ils l'ont payé 100 millions et quelques. Et en plus, apparemment, c'est un truc qui, dans l'histoire du foot, ça ne s'est jamais passé parce que 25 millions, je pense qu'ils sont partis au gouvernement ukrainien pour toutes les victimes de la guerre, tout ça. Un truc que je n'ai jamais entendu dans ma vie. Mais voilà, il y a des équipes qui ont dépensé. Je ne sais pas le PSG, ils l'ont payé combien Ziyech ou si c'est un prêt en gros. Mais même Ziyech au PSG, ça sera quand même quelque chose. Hein. A priori, il part libre et il signe. Ils ont proposé 15 millions pour qu'il arrive tout de suite. Voilà, donc il y a peut-être une prime à la signature qu'on ne connaît pas, mais il n'y a pas d'argent pour le club d'où il part. Mais au total, ça fait combien de gros transferts, on va dire des transferts à plus de 40-50 millions? Non, c'est 2 ou 3 équipes qui ont dépensé pour ça. Ouais, même, on arrive à 300 300 millions, mais pas. Non, c'est juste les équipes qui ont de l'argent même en janvier. Voilà. C'est tout. Chelsea vient d'être racheté par les Américaines et voilà, ils ont mis, ils ont acheté. C'est bon. C'est les Anglais, quoi. C'est les Anglais. Voilà, donc vous avez à la fois fait vos commentaires sur ces deux matchs et vous avez à la fois finalement donné vos pronostics. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette semaine doublement sportive? Je voudrais juste avoir une petite pensée pour un joueur de Nice qui est rentré en cours de match et qui malheureusement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. Youssef Attal, qui a été pendant un moment un joueur important à Nice, on en a parlé dans des grands clubs. Il rentre à 80 minutes, à la 80e, je crois, il sort à la 90e et il s'est de nouveau blessé. Il vit une saison un peu galère et depuis quelque temps, c'est compliqué pour lui, alors que c'était un joueur très prometteur, plein de talent et j'avais pas eu l'occasion de le placer tout à l'heure, donc voilà, j'y tenais un petit peu. Voilà, il vit une saison à Nice horribilis. Et contrairement à son frère, il faisait pas du cinéma. Voilà. La nouvelle m'avait échappé. Hein. Moi, je ne l'ai pas compris. C'est du cinéma français. Tu sais, c'est normal. On t'expliquera en off après l'émission. Voilà, il est temps de terminer. Avant de terminer, on va terminer là-dessus. Enfin, pas tout à fait là-dessus parce que
J'ai des places à vous faire gagner pour le match de Clermont demain. Alors, comme c'est demain, je ne sais pas si vous êtes disponible ou pas. Donc, j'en ai quelques-unes. Je vous propose un petit jeu rapidement. Il suffit, vous likez notre émission sur le Facebook ou sur le YouTube. Et vous me faites un petit message en privé et vous gagnez 2 places pour le match de Clermont en tribune nord. C'est tout. Oh, le truc d'influenceuse. Tu likes, tu me contactes en message privé. Ah, génial. Et oui, c'est comme Et ça. t'as un code promo aussi pour la boutique? Ah, Avec mon code, stop pour les 50. Et je vous donnerai un code promo pour boire une bière au bistrot d'Allelos. Voilà, c'est fait. Je vais jusqu'au bout de Bière mon aux côté fruits influenceuse. rouges. Absolument. C'est pas la peine. Une petite poutine. Bon, reprenons notre sérieux. Donc, je voulais vous remercier d'avoir assisté tous les internautes donc, à cette émission. Je vous remercie de vos interventions sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Allelos, car vous avez, comme chaque semaine, enrichi nos débats. Je voulais remercier également les piliers de Bistrot présents ce soir. Donc, merci à Christophe Devervic, Christophe C. Merci, Christophe. Merci à vous et merci à tous. Merci, Lorenzo. Merci de ta présence. Merci à tous et merci à toute la famille lilloise. Ils ont été vraiment 2 semaines incroyables. Je vais revenir cette année à Mauroy, c'est sûr et certain, mais ça a été vraiment un truc incroyable, incroyable. Même quand j'étais à Lille, je me suis jamais senti vraiment comme ça dedans avec les supporters, tout ça. Ça m'a vraiment touché au cœur. Donc vraiment, merci à toute la famille lilloise. Voilà. Et d'ailleurs, on a oublié de le dire, enfin, je ne pense pas qu'on l'ait dit en direct, hein, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lorenzo. Donc envoyez-lui des messages, abonnez-vous à Dogs Italia, faites-lui des clins d'œil, mettez des pouces partout. Et par contre, vous n'aurez pas de code promo pour avoir une bière au bistrot d'Allelos. Ou alors il faudra aller chercher. Il y avait un code promo sur le maillot du LOSC s'il y avait les Orteag, c'était le premier Italien de l'histoire. Mais là, pour l'instant, il faut attendre encore. Okay. Il n'y a que moi comme Italien au LOSC et Barnaba. Merci à Christophe D pour ta présence, même si tu n'as pas eu beaucoup d'informations sur le match en direct. Merci Christophe. Non, en effet, pas des masses. J'avoue pas d'un autre match, mais ça n'intéresse personne. Alors, merci à toutes et à tous. La prochaine fois peut-être. Merci à Julien. Merci de tes précisions et tes informations sur le joueur niçois. J'ai travaillé. J'ai travaillé et merci. Une petite dédicace à mon copain Benjamin chez qui j'ai regardé le foot dimanche. C'était super. Autour d'un petit Mont d'Or. La deuxième mi-temps était un peu compliquée, je ne vais pas vous mentir. Donc, merci à tous. Donc, je vous souhaite à tous. Je vous rappelle que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube à partir de demain matin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine doublement sportive avec le LOSC et bien sûr, notre cri de guerre avant de rendre l'antenne. 1, 2, 3. Allez le LOSC! Forza LOSC! À bientôt! Ciao, salut!